Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de ce chapitre gargantuesque. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on a un chapitre de malade. En fait, je le dis chaque semaine depuis que je fais les vidéos, chaque semaine je dis que c'est un chapitre de malade. Oda est véritablement en train de banaliser les chapitres de fou. Profitez bien de ce chapitre car il n'y en aura plus pendant 4 semaines. Oda se fait opérer des yeux pour ceux qui savent pas. Je pense que tout le monde est au courant à ce point-là, mais c'est pas grave. En tout cas, Oda, il nous laisse avec de la matière pour analyser et on va tout de suite s'y mettre. Déjà, on a une tonne d'informations ultra importantes. On a déjà le nom des 5 doyens. Genre, il s'appelle plus le Gorosei. C'est G. Garcia Saturne, c'est Marcus Mars, c'est Topman Walkyrie, c'est Ethan Baron V. Nazujuro. Déjà, V. C'est quoi? C'est le D de Wish et Sefer Jupiter. Donc on peut tous les connecter à un dieu. On a donc Saturne, on a Mars, le dieu de la guerre, on a Topman Walkyrie qui peut être relié aux Valkyries. Les Valkyries qui sont des vierges guerrières envoyées d'Odin qui l'accompagnaient dans la chasse sauvage à la quête des héros morts au combat. Je suis en train de lire une Fushigi, désolé si c'est faux, hein. On a Eta Baron V. Nazujuro. Alors j'ai fait pas mal de recherches, impossible de trouver un dieu connecté à ce nom. Par contre, le V pourrait être pour Vénus, mais Vénus est une femme, ou plutôt Valens, qui est un personnage de la mythologie gréco-romaine qui est connecté à qui? À Mercure. Donc pour l'instant, le mec chauve, on va le connecter à Mercure. Et Sefer Jupiter, vous avez compris. Voilà. On a le nom complet de Im. Vous vous rendez compte de la dinguerie monumentale? Le nom de Im comme ça, posé dans une case. Et je suis désolée, mais Oda n'y a pas à donner des informations de manière aussi osef. J'en ai rien à foutre. Saint-Imu de la famille Nerona. Nerona que l'on peut connecter à Néron, un empereur romain qui avait la particularité d'être un peu cinglé selon les historiens, mais également celle d'apprécier l'art et aussi d'être extrêmement tyrannique. Alors j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai un peu dit de la merde sur Néron. En tout cas, on va dire dans l'inconscient collectif, Néron est fou et tyrannique, mais c'est pas forcément quelque chose qui est avéré. Donc Oda s'est sans doute inspiré de cette réputation. Est-ce qu'on peut dire que Im est directement inspiré de Néron? Je pense que oui, on en parlera plus tard. Im veut Vivi. On apprend dans ce chapitre que Im veut simplement Vivi. Alors ça on le savait déjà, mais c'est dit de manière explicite. Et en fait il y a beaucoup de choses dans ce chapitre où il n'y a pas vraiment de révélation, parce que c'est des choses qu'on avait déjà déduites, mais qui sont dites de manière explicite, qui sont confirmées. Selon ma théorie, Im était amoureux de Nefertari Lily il y a 800 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que Im a toujours cru en Lily, qu'il a sans doute trahi, pensant qu'elle avait fait une erreur pour disperser les poneglyphes, alors que sans aucun doute c'était intentionnel. Le mec il était amoureux de Nefertari Lily, donc maintenant il veut Vivi car c'est une sorte de réincarnation via une arme antique ou je sais pas quoi. Vous allez me dire c'est super glauque. Mais oui, parce que comme je vous le dis, Im est inspiré de Néron, il est donc un petit peu fou, sans doute. Et ça se voit aussi à sa manière de parler, à la troisième personne en se désignant avec le mot mieux, et à ses répliques qui démontrent une personnalité assez égocentrique. On met également l'accent sur Sabo qui a un destin de fou furieux, mais Sabo semble effectivement avoir un destin particulier qui ne soit pas lié à sa lignée car effectivement c'est un fils de noble. L'arme destructrice Mother Flame. Déjà on apprend que l'arme qui a rasé Lulusia n'est pas une arme antique, c'est une arme faite par Vegapunk. Du moins une arme qui se base sur une technologie de Vegapunk, ça aussi on reviendra sur ça plus tard. On a une puissance extrêmement destructrice qu'on pourrait même comparer à la bombe atomique. Je laisserai des gens plus intelligents que moi en parler. Mais en tout cas ce n'est pas une arme antique. On théorisait sur le fait que ce soit Uranus, mais non ce n'est pas Uranus. Le nom Mother Flame ça ne veut rien dire. En revanche ça pourrait être un dérivé de Mother Flamme, qu'on pourrait traduire par la flamme mère, le foyer de la flamme. Vegapunk pourrait s'être inspiré d'une arme antique, peut-être du robot que l'on a vu dans les chapitres 1065, pour créer une technologie. Il se serait fait voler cette technologie parce que je rappelle qu'il y a une traître à Egghead, il y a York. York aurait livré cette technologie au gouvernement mondial, ça ferait partie du deal, et le gouvernement mondial aurait utilisé cette invention pour produire une arme destructrice. Pour terminer sur cette arme, Mother Flame, ça pourrait aussi faire penser à Cutie Flamme, notre bon vieux Franky. Alors, est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça a rien à voir? On verra bien.
On apprend également que Im n'en a carrément rien à foutre d'exterminer une île entière pour tester son arme. On bat les couilles, frère. Un membre de Gorosei nous parle de volonté de créateur pour Im. Alors, sans parler de la création du monde de One Piece en son ensemble, Im est sans doute à l'origine de la création du gouvernement mondial. Gouvernement mondial qui est considéré comme le monde du point de vue de ceux qui y appartiennent. Je suppose que vous vous souvenez de Spondam qui avait montré le drapeau du gouvernement mondial, qui avait dit « ça, c'est le monde ». Alors que le gouvernement mondial, c'est 170 pays, mais il y a plein de pays qui manquent. Il y a Wano qui manque, il y a Elbaf qui manque, il y a plein de pays qui manquent. Et on termine avec Vivi, Wapol et Sabo. On apprend que Morgan a sauvé Wapol en échange d'une information capitale sur la mort du roi Cobra, ce qui signifie que, comme j'avais dit la semaine dernière, Morgan est littéralement au courant du plus gros secret du gouvernement mondial. Maintenant, je vais vous demander, comment ça va se passer? Est-ce qu'il pourrait s'allier avec l'armée révolutionnaire? Parce que cette information, au bon moment, dans de bonnes circonstances, ça va provoquer un raz-de-marée immense sur le monde, raz-de-marée que le gouvernement ne pourra pas prédire simplement. On apprend également comment ça s'est passé exactement sur Lulusia. C'est exactement ce que je disais dans ma review du chapitre 1082, que Sabo s'était éloigné de l'île, avait passé son appel et que le gouvernement avait rasé Lulusia. Je trouve que c'est plutôt intelligent d'avoir mis le premier crash test de Mother Flame sur Lulusia et de mettre Sabo sur cette île. Ça a créé énormément de tension, mais au final c'était qu'un hasard. Oda est très fort pour faire ça. Il y a également un petit détail dans ce chapitre, lorsque Sabo décrit les effets de ce qui a rasé Lulusia. Je rappelle que les membres de l'armée révolutionnaire ne sont pas au courant du nom de cette arme, que c'est une invention de Vegapunk, mais lorsque Sabo va leur décrire les effets de cette arme, une ombre immense couvrait le ciel au-dessus de nous, et l'instant d'après c'était déjà... Dragon répète une ombre immense, est-ce que ça lui dirait pas quelque chose? Parce qu'on rappelle que le passé de Dragon est extrêmement mystérieux, on ne sait pas, est-ce qu'il était dans la marine, est-ce qu'il était dans le gouvernement mondial, est-ce que c'était un dragon céleste? On ne sait rien de Dragon, même si on connaît assez bien la vie de Garp par exemple. Il y a vraiment un immense mystère qui entoure ce personnage, et le fait qu'il répète après Sabo une ombre immense comme si ça lui disait quelque chose, comme si ça lui rappelait quelque chose, c'est sans doute pas anodin. Je pense vraiment qu'on va le savoir dans pas longtemps. C'est le moment opportun. La révolution est vraiment en train de se déclencher. On remarquera également que Ivankov et Dragon entretiennent les discussions qu'on a nous en tant que lecteurs de One Piece depuis pratiquement un an, depuis la sortie du chapitre 1060. On dit, et si c'était une arme antique, parce que il fait sans doute partie des temps anciens. Oui mais non, pourquoi il l'aurait pas utilisé avant? Pourquoi il l'aurait pas utilisé pour Ohara? Ça me tue, j'ai l'impression que Oda il est allé traîner sur Twitter et il a juste recopié les débats. Et enfin nous avons la page finale qui nous révèle une information et un événement de malade. On a tout simplement le chef de la division des Chevaliers Divins, Saint Figarland Garling. Figarland, je rappelle qu'il s'agit de la famille de Shanks le Roux, du moins que ça a été très sous-entendu durant One Piece Red. Nous apprenons également qu'il s'agissait du roi de God Valley. On peut alors imaginer pendant God Valley, Garling aurait planqué Shanks, peut-être son fils, peut-être son neveu, on s'en fout, dans un coffre et l'aurait laissé là, pendant que les Rocks pirates attaquaient l'île. La première fois qu'on voyait Barbe Blanche, il a rencontré Shanks, il lui disait « Ta tête me rappelle la blessure que notre Trompe-Afri m'avait fait ». Est-ce qu'il parlerait pas de Figarland Garling qui a quand même l'air très puissant parce que c'est le chef des Chevaliers Divins, et ça m'a l'air d'être également le raciste originel. Le Shanks, c'est les plus gros racistes de tout One Piece. Donc c'est quelque chose de vraiment incroyable. En admettant que Shanks soit de sa famille, c'est pas du tout étonnant qu'il ait un pouvoir aussi grand. Il fait partie de la famille de ceux qui jugent, ceux qui sont considérés comme les dieux de ce monde. C'est quand même pas n'importe quoi. La dernière information qu'on a, et c'est sans doute celle qui m'a le plus impacté, c'est la mort de notre bon vieux Mjosgard. Alors on a un pattern qui se répète. Entre la mort de Cobra et la mort de Mjosgard, on a Cobra, descendant des 20 premières familles, et Roi d'Alabasta, on pensait pas qu'il puisse se faire tuer comme ça, il se fait tuer par l'autorité au-dessus des dragons célestes, et on a Mjosgard, littéralement le seul dragon céleste actuellement qui a un tempérament un minimum humain, qui se fasse buter comme ça par une autre autorité au-dessus des dragons célestes. Sa mort, c'est peut-être pas un personnage très important, mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est le personnage qui a le plus évoluer positivement dans One Piece. Dans One Piece, les personnages sont assez statiques. Les méchants restent méchants, les gentils restent gentils, et je vais vous dire, c'est pas du tout un problème. Pas besoin de trop de personnages dynamiques pour faire une bonne histoire. Mais sur le coup, le personnage, là, il a évolué de
malade. En 12 ans, c'est vraiment passé du mec que t'as envie de frapper par excellence, du dragon céleste le plus insupportable, et je plaisante même pas, la street n'oublie pas, mais c'est devenu un GOAT. Je ne déconne pas, il a évolué de manière tellement positive et que Oda le but, ça veut aussi dire le gouvernement ne veut pas faire changer la situation, il veut que tout reste statique. Il anéantit ce qu'on pourrait appeler le changement, l'évolution. Donc dans ce chapitre et même depuis le dernier chapitre, on a le gouvernement qui prend un petit peu sa revanche. On avait durant le chapitre 1083, si je me trompe pas, l'armée révolutionnaire qui faisait des masterclass, Sai et Leo qui faisaient des masterclass. Là on a les répercussions, on a Lulusia, on a la mort de Cobra, on a la mort de Newsguard. Et c'est pas n'importe quoi, ça montre que même si les révolutionnaires sont quand même assez bien partis, ça se passe pas non plus comme sur des roulettes. Le gouvernement reste la plus grosse instance de tout One Piece, on va pas la faire bouger comme ça. Bref, pour les prochains chapitres, déjà pour une fois, mes prévisions étaient justes, je suis assez contente. Pour les prochains chapitres, je pense que Oda va revenir sur Egghead après 4 semaines de pause. Il a sans doute planifié les chapitres pour qu'il revienne sur Egghead après sa pause. La révélation de Figarland, Garling et de la mort de Newsguard, c'est une bonne manière de clore. Je pense qu'on va vraiment continuer avec les chapitres de malade. Il y a l'incident d'Egghead qui approche, je vous en parle depuis littéralement des mois, mais j'attends cet incident comme la fin de One Piece. En conclusion, et je redis, mais les agissements de l'armée révolutionnaire, la mort de Cobra qui va sans doute ressortir, mais également le fait que Wapol ait l'information que Im soit sur le trône vide, ces deux éléments vont avoir un impact gigantesque sur le futur de One Piece. Vraiment, il faut vous préparer à ce que ce qu'a vu ce petit personnage minable qui est Wapol change le monde de One Piece, tout simplement. Je vous dis, peut-être à la semaine prochaine, j'ai quelques vidéos de prévues pour cette pause. En même temps, j'ai pas mal de projets perso de mon côté, donc je vais essayer de gérer tout ça. En même temps, je suis en vacances, donc ça devrait aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!